Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de texte individuels, tandis que je l'inscris au tableau noir. Monsieur Kerkezek, j'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Pour nous préparer à la composition de morale, qui aura lieu demain mercredi, nous allons faire aujourd'hui, oralement, une sorte de révision générale. Toutefois, avant de commencer cette révision, je veux m'adresser à l'un d'entre vous, à celui qui, depuis quelques jours, trouble nos classes par une musique inopportune. Je le prie de ne pouvoir commencer sa petite plaisanterie, que je lui pardonne bien volontiers. Allons, je suis sûr qu'il a compris, et que je n'aurai pas fait appel en vain à son sens moral. Bien. Désormais, j'ai les mains libres. Travaillons. Nous allons examiner ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève Tronche-Bobine. Ah, monsieur Tronche-Bobine, pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire? Il faut faire attention. Oui, si vous voulez. Il faut faire attention à quoi? Au courant d'air. Alors, silence, silence. Élève Tronche, ce que vous dites n'est pas complètement absurde puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère, mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... Silence, silence, silence. Laissez parler celui que j'interroge. Voyons, élève Tronche, votre dernière note fut un 0. Essayez de l'améliorer. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... horrible. Oh. Silence. 0. Asseyez-vous. Il faut être honnête. Supposons maintenant que, par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu, il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis? Oui, il a des amis. Ah ah, vous croyez qu'il a des amis? Oui, il a beaucoup d'amis. Oui. Et pourquoi aurait-il des amis? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier, non. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. On lui tourne le dos, on le fuit comme un pestiféré. Alors, que fait-il? Il déménage. Peut-être. Mais qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence? Ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, non, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa Allons, concierge. Silence. Monsieur Pitard-Vergnol, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était pas préméditée. Et vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un 0 qui va porter à votre moyenne un coup sensible. Il lui manquera toujours l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune, parce qu'il aura compris que... Bien mal acquis ne profite jamais. Bien. Et que... L'argent ne fait pas le bonheur. Parfait. Examinons maintenant le sort de l'honnête homme. Élève Séguedille, voulez-vous me dire, je vous prie, quel est l'état d'esprit de l'honnête homme après une journée de travail? Il est fatigué. Vous avez donc oublié ce que nous avons dit 20 fois dans cette classe. Le travail est-il fatigant? Le travail ne fatigue personne. Ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, mère de tous les vices. Parfait. Monsieur Bertin, je vous donne un 10. Si cet homme est homme et caissier, même dans une grande banque, il rendra ses comptes avec une minutie scrupuleuse
Et son patron charmé lui dira... Passez à la porte immédiatement. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Ah, c'est pas vous. Sortez de votre banc, sortez. Monsieur Ségedi, votre affaire est claire. Où allez-vous? À la porte. Eh bien, non. Restez ici. Sous les yeux de vos camarades qui vous jugent sévèrement. Silence. À la fin de la classe, je statuerai sur votre sort. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. Dites donc, Berville, est-ce que vous me prenez pour un nouveau-né? Non, mais vous pensez bien que j'ai fait ça avant vous, hein? Voyons, Régis, ne vous fâchez pas. Qu'y a-t-il? 100 000 francs. Comment 100 000 francs? Il me demande 100 000 francs. Et monsieur m'en offre 25. 25, c'est pas beaucoup, mais 100, c'est énorme. Oh, énorme. Si ce n'est pas une exigence de scélérat, c'est une prétention de fou. Dans ce cas, cher ami, le fou sorti. Chère madame, voulez-vous me permettre? Mais non, vous n'allez pas manquer une affaire pareille parce que vous êtes tous les deux de mauvaise humeur. Voulez-vous vous asseoir ici? Régis va nous préparer des cocktails. Tenez, Régis, secouez donc les Alexandras qui sont dans ce shaker. Roger, voulez-vous me permettre de vous poser une question? Mais certainement, chère madame. Pourquoi exigez-vous cette somme alors que jusqu'ici vos prétentions étaient plus modestes? Dans l'affaire du chauffage central des écoles, vous aviez 5%. Oui, j'avais 5%, mais si vous permettez le mot, j'étais une poire. Une poire qui a touché 45 000 francs. Et vous, 850. Mais nom de Dieu, monsieur, qui est conseiller municipal? C'est vous ou c'est moi? Cher ami, vous sortez de la question. Mais pas du tout. Est-ce que le conseil aurait voté cette installation si je ne l'avais pas proposé? Pourquoi pas? Jamais de la vie, puisqu'on est acheté des poils. Ils étaient tout neufs. Il a fallu les casser à coups de marteau pour les mettre à la ferraille. Et quand bien même on aurait eu besoin de ces radiateurs à vapeur, est-ce qu'on serait allé vous chercher? Pourquoi pas? Vous ne saviez même pas ce que c'était. Dans votre rapport, vous avez écrit 5 fois gladiateur. Il y en a fourni 2000. Il n'en est plus de mérite. C'est vrai ça, mais en somme, dans toutes ces affaires, vous n'avez qu'à prêter votre nom. Pas plus. Mais oui, pas plus. Régis, ne soyez pas injuste, c'est tout de même quelque chose. Surtout si l'on pense au nom que je porte. Roger de Berville. La particule a sa valeur. On ne peut nier qu'elle ne soit supérieure au trait d'union. Certainement. Et d'autre part, je suis depuis hier trésorier du cercle de la rue Gay-Lussac. Ce qui prouve que j'ai une réputation bien établie de probité. Eh bien, la probité, ça se paye cher. Parce que c'est rare, surtout dans une affaire comme celle-là. Eh bien, moi, j'ai connu des gens d'une probité formidable qui marchaient à 4%. Oui, des gens sans surface. Moi, cher ami, je suis bien obligé d'exiger une part qui corresponde à mon standing. En fait de standing, quand je vous ai connu, vous n'aviez qu'un gant, un chapeau de paille et des dettes. C'est moi qui vous ai mis à flot. Du moins, vous le dites. Comment je le dirais? Votre studio, c'est l'affaire des pavés de bois. Votre voiture, c'est l'éclairage des abattoirs. Et cette perle que tu vois à sa cravate, tu vois cette perle? C'est la girafe du jardin des plantes. Vous sortez encore de la question. Il est 5 heures. Si vous ne traitez pas avec moi, je vous préviens que vous ne trouverez personne. Donnez-moi 100 000 francs et je signe. Jamais de la vie. J'ai mieux renoncé à l'affaire. Je ferai annuler le crédit et la ville se passera de balayeuse parce que ce monsieur est un mauvais citoyen. Halte là, monsieur. Vous portez atteinte à mon honneur. Allons, Roger, si vous aviez un peu de cœur, ne feriez-vous pas un petit sacrifice pour adoucir le sort des balayeurs? Mais songez à ces malheureux qui, le matin, dès l'aube, saisissent à pleine main un manche rugueux en les poussant au ruisseau les débris de la veille. Supporterons-nous, messieurs? Supporterons-nous qu'il nous répète tout son discours du conseil municipal? Si vous riez de ces choses-là, nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Roger, vous n'avez même pas goûté à ce cocktail. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Ils foutent le camp. Monsieur, dans votre famille, on fout le camp. Dans la mienne, on prend congé. Monsieur Topaz, tenez-vous à me perdre? Vous, madame? Votre sort est donc lié au sien? Oui. Vous, complice de ce fort bord? Non, pas complice. Victime. Oh, grand Dieu! Asseyez-vous, je vais tout vous dire et vous me jugerez après. Castelvernac m'a connu tout enfant. Il était le conseil financier de presque toute ma famille. Voilà pourquoi, quand je me suis trouvée seule au monde, je lui ai confié toute ma fortune. Et il s'est occupé de placer mon argent. Dans quelles affaires, grand Dieu? Je ne le savais pas de temps à autre. Il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien, si ce n'est qu'il s'agissait de contrats avec la ville. Vous avez signé? Oui, Ah, madame, vous eussiez mieux fait ce jour-là de vous couper la main droite. je signais sans savoir, comme vous tout à l'heure. Mais c'est vrai, vous faites comme moi. Quand j'ai compris, c'était trop tard. Pourquoi? Il n'est jamais trop Je tard. pouvais le perdre, je pouvais plus me sauver. Depuis, j'assiste sans rien dire à ces tripotages et il m'a parfois forcé à y prendre part. Voilà mon histoire. Vous m'avez cru complice, je suis victime. Jugez-moi. Les voilà bien, les drames secrets du grand monde. Le monstre est complet.
Mais pourtant, madame, tout à l'heure, c'est vous qui m'avez jeté dans ces griffes. Vous n'avez pas compris pourquoi? Non. Que peut faire une femme seule qui se sent au pouvoir d'un homme redoutable? Chercher un appui? Vous m'avez choisi, madame. Oui. Quand je vous ai vu pour la première fois, tout de suite, j'ai été frappée par votre visage énergique. Ah, Et il m'a semblé lire dans vos yeux un certain intérêt pour moi, presque une sorte de dévouement. Et j'ai pensé que si j'avais auprès de moi un homme tel que vous, je serais protégée, défendue, presque sauvée. Me suis-je trompée? non, madame. Qu'attendez-vous de moi? D'abord le silence. Si vous parlez, je suis ruinée, déshonorée, perdue. Je me tairai. Et puis, il faut rester auprès de moi. Oh bien, madame, oh oui, madame, oh bien, madame. Il faut gagner la confiance de Castelvernac, le seconder dans ses affaires. Lui prouver votre dévouement. Ainsi, peu à peu, vous l'étudierez et vous chercherez son point faible. Et quand vous jugerez que vous pouvez le frapper sans m'atteindre, alors vous frapperez. Madame, je découvre un criminel et je deviendrai son complice. Oui, si vous voulez me sauver. Ce débat est cornélien. Quel carrefour! Quel conflit de devoirs! Vous hésitez, vous n'êtes pas celui que je croyais. Madame, je vous sauverai. Merci. Mais prenez garde, ne vous engagez pas à la légère. Si vous n'êtes pas prêt à tout, il vaut mieux me livrer tout de suite. Mais comment puis-je regagner sa confiance après les mots que je viens de lui dire? Oh, évidemment, évidemment, il est sur ses gardes. Il faudrait lui donner très vite une preuve de docilité. Laquelle, madame? Laquelle? Vous pourriez, par exemple, signer quelques-uns de ces papiers, comme si vous acceptiez. Que je signe? Vous refusez déjà. Madame, je ferai tout pour vous. Alors, signez. Bonjour, mon cher Topaz. Bonjour, monsieur le conseiller. Rien de neuf? Rien, monsieur le conseiller? Il n'est pas venu un certain Robizoulet. Ah non, monsieur le conseiller, il n'est venu personne. Eh bien, il y a certainement quelqu'un aujourd'hui, car vous allez traiter vous-même une affaire. Pas trop compliqué, au moins. Non, comme c'est la première, j'ai choisi facile, et comme il fait toujours une gueule d'enterrement, je l'ai choisi plutôt au gai. Bien, monsieur le conseiller. Robizoulet viendra vous voir certainement aujourd'hui. C'est le propriétaire de la grande brasserie suisse. Ah oui. L'année dernière, nos services de l'hygiène ont construit en face cette brasserie comment dirais-je, un de ces petits monuments de tôle qui perpétue le souvenir de l'empereur Vespasien. Ah, bonheur, c'est mieux. Or, à mesure que l'été s'avance et que le soleil chauffe, cette Vespasienne rend la terrasse de cette brasserie positivement inhabitable et la clientèle s'en va. Robizoulet est donc venu me trouver pour me demander la suppression de ces dédicules. Ça se comprend, monsieur le conseiller. Je lui ai répondu que je n'avais pas le temps de m'en occuper, mais que s'il s'adressait à monsieur Topaz, l'édicule serait sans doute supprimé. Il va donc venir et vous le recevrez. Vous lui direz que vous vous chargez de la chose, mais que vous avez des frais et que vous exigez avant toute démarche une somme de 10 000 francs. De quel prétexte puis-je colorer cette demande? Vous n'avez rien à colorer. Vous lui demanderez 10 000 francs comme ça et il vous les donnera sans difficulté. Alors je ferai démolir la Vespasienne et je la ferai transporter en face, devant le café Bertillon. Que va dire monsieur Bertillon? Il viendra vous dire la même chose. Il viendra vous apporter 10 000 francs. Alors après Bertillon, il y en aura d'autres. Avant que cet édicule ait fait le tour de l'arrondissement, eh ben, nous aurons empoché plus de 300 000 francs. On peut faire 5-6 cafés par an. Une affaire sûre, pratique et même amusante. Hein? Vous trouvez pas c'est rigolo? Oui. Eh ben, riez. Riez mieux que ça, allons. Vous ne savez pas rien, quoi. Et est-il bien utile que je reçoive monsieur Robizoulet? C'est indispensable. Ah, dites-moi, il faudra aussi téléphoner à l'hôtel de ville pour leur demander quand ils se décideront à envoyer le chèque des balayeurs. Oh, mais ils l'ont envoyé, patron, je l'ai sur moi. Faut l'encaisser, ou plutôt. Allez tout de suite le verser à votre compte à la banque Jackson et compagnie. Bien, patron, j'y vais tout de suite. C'est ça, allez. Alors tu crois qu'on en fera quelque chose? Tu verras qu'il ira de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est pas lui qui m'inquiète. Et tu ne crains pas qu'il envoie des échos dans les journaux? Mais non, aucun journal sérieux n'accepterait une ligne contre moi. Je connais à fond trop de canailleries pour que l'on me reproche mes irrégularités.
J'ai mes fiches, moi. Mais tu ne crains pas qu'une lettre anonyme au procureur... Allons, Suzy, avec mes relations. Oh, les relations, tu sais, les relations, j'ai vu coffrer des gens qui tutoyaient des ministres. Pendant la guerre. Mais maintenant, la vie a repris son cours normal. J'ai le plaisir de parler à Monsieur Topaz. Oui, monsieur. Monsieur, vous avez fourni à la ville des balayeuses dites système Topaz. Et vous n'êtes en l'affaire que le prête-nom de Monsieur Castelvernac. Le directeur du journal La Conscience Publique a fait lui-même une enquête des plus sérieuses. Et voici le numéro de demain qui doit révéler toute la combinaison à ses lecteurs. Avec ma photographie. Mais enfin, monsieur, pourquoi ces gens-là veulent-ils me perdre? Je connais très bien Vernickel, le directeur de ce journal. Certains gestes pourraient le toucher. Allons, monsieur, vous devinez ce qu'il vous reste à faire. Exécutez-vous. Tout de suite? Devant vous? Mais monsieur, vous tenez donc à voir râler un de vos semblables. Pourquoi râler, puisque vous serez forcé d'y passer, comme les autres? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a que cet homme a surpris nos secrets, et il exige que je me tue devant lui. Sans blague. Mais non, je vous laisse simplement. Combien? 25 000. Est-ce que Vernickel sait que je suis dans le coup? Oui, mais il m'avait dit de m'adresser à Monsieur Topaz. Ah, mais il n'est pas bête. Allô? Demandez-moi la conscience publique, monsieur Vernickel. Dites-moi, vénérable vieillard, c'est la première fois que vous faites du chantage? Oh, monsieur, ai-je l'air d'un débutant? J'ai commencé avec Panama. Ah, ça, c'était du beau travail. Allô? Allô? Oui, oui, c'est moi. Bonjour, Vernickel. Comment allez-vous? Dites-moi, j'ai dans mon bureau un vénérable vieillard qui vient de votre part au sujet d'une petite affaire. Je le trouve un peu cher. Oh oui, une petite diminution, hein? Oh non. Oh non, c'est encore trop cher. Combien je vous offre? 5 francs. Mais non, mais ne raccrochez pas sur des menaces ridicules. Topaz, passez-moi les fiches. Merci. Allô? Allô, je voulais vous raconter une petite histoire. Vous avez sans doute entendu parler d'un apprenti imprimeur qui s'enfuit de Melun le 24 novembre 1897 en emportant la caisse de son patron. Il fut condamné le 8 janvier 1898 par le tribunal correctionnel de Melun à 13 mois de prison. N'est-ce pas que c'est curieux? Allô, comment? Ah, bon. C'était un malentendu. Mais oui, naturellement, notre vieille amitié. Mais je pense bien, mon vieux. Mais oui, mais oui. Et votre petit Victor va bien? Oui. Oh, c'est à cet âge-là qu'ils sont le plus intéressants. Oui. Au revoir, cher ami. Au revoir et à bientôt, hein? Voilà, monsieur, c'est réglé. Et fort bien réglé, mes compliments. Je n'ai plus qu'à me retirer. Aucun doute là-dessus. Messieurs. Un conseil, je voulais vous demander de bien vouloir sortir à reculons. Pourquoi? Parce que si vous tournez le dos, je ne pourrai pas m'empêcher de vous botter le derrière. Il a tout de même du toupet. Il est 4h30 et je lui avais dit que je viendrais à 2h. S'il est retenu quelque part, il pourrait au moins téléphoner. Mon cher ami, en ce qui vous concerne, il a une excuse. Il ne se doutait pas que vous deviez assister à notre règlement de compte mensuel. Comment? Il travaille avec nous depuis 8 mois et j'ai été présente toutes les fois. C'est bien que votre présence n'est pas nécessaire. C'est vrai, oh, il vaudrait peut-être mieux que je m'en aille. Vous seriez bien content si je partais. Eh ben, pas si bête, mon cher. Comment pas si bête? Vous espériez peut-être me cacher l'affaire du Maroc? Quelle affaire du Maroc? Vous faites une drôle de tête, vous niez. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Cette mauvaise femme trouve que vous étiez décidé à garder pour vous ma commission. Ben ça, mon cher, je ne l'admets pas. Je te jure que je ne comprends Vous pas. ignorez que vous faites une affaire de concession de terrain au Maroc. Des terrains qui contiennent des carrières de marbre, des gisements de plomb et des forêts de chêne-liège. Première nouvelle? Mais qui vous a dit ça? Très difficile de l'ignorer, attendu que Maresco, le député, est ici tous les matins avec un petit attaché du ministère des colonies. Et si vous croyez que je n'ai pas vu cette carte avec un tracé au crayon bleu, c'est que vous me prenez vraiment pour une sotte. Cette carte n'est même pas remarquée. Ah, rien n'est agaçant comme cette hypocrisie. Bon, rien n'est agaçant comme s'y reproche au sujet d'une histoire dont je ne comprends pas le premier mot. Et alors, voulez-vous me dire pourquoi il vous déplaît que j'assiste à ce règlement de compte? Oh, c'est bien simple. Topaz est devenu un peu fier. Depuis qu'il a réussi certaines affaires, il se prend un peu trop au sérieux. Votre présence pourrait exciter son amour-propre. Il dépasserait peut-être les bornes de ma patience, ce qui me réduirait probablement à le mettre à la porte, ce qui serait très triste pour ce pauvre garçon. En somme, vous avez pitié de lui. Peut-être. Vous en avez peur. Peur de mon employé. En tout cas, vous venez d'avouer que votre employé n'a pas peur de vous. Ah, ça, il n'a plus peur de moi, c'est un fait. Et c'est par votre faute. Par ma faute? Absolument, sous prétexte de l'idée de le rassurer, vous êtes venu ici trop souvent. Vous avez poussé l'imprudence jusqu'à lui donner des conseils sur ses costumes. Dans votre intérêt, un directeur d'agence aussi mal vêtu est
c'est suspect. Alors maintenant, quand j'ai besoin de lui le matin, on me répond « Monsieur est chez son tailleur » ou « Monsieur est à la piscine ». Mais vous avez fait pire. Oui, vous avez fait pire. Vous lui avez appris à manger. Parce que je l'ai invité ici quelquefois. 2 fois par semaine en moyenne. Vous lui avez révélé les grandes nourritures. Et maintenant, parbleu, il a l'intelligence et l'énergie d'un homme bien nourri. C'est exactement l'histoire du chimpanzé de ma mère. Quand elle l'a acheté, il était maigre, il puait la misère. Mais je n'ai jamais vu un singe aussi affectueux. On lui a donné des noix de coco, on l'a gavé de bananes, il est devenu fort.